Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va se pencher sur un algorithme de machine learning qui est un véritable classique, mais qui est loin, très loin d'être démodé. L'arbre de décision. On va voir ensemble pourquoi cet outil, qui a de l'âge, est toujours aussi pertinent. Et oui, ça peut paraître fou, mais c'est la vérité. Malgré toutes les nouveautés, l'arbre de décision reste une pièce maîtresse dans des modèles ultra performants, même dans des compétitions de haut niveau. Ça montre bien que sa logique est solide comme un roc. Alors la question c'est, comment ça fonctionne au juste? Allez, on plonge dedans. Ce qu'il faut comprendre, c'est que toute la puissance de cet algorithme vient en fait de sa simplicité. On va décortiquer ce qu'est un arbre de décision et comment il arrive à penser pour prendre une décision. Voilà, l'idée de base, c'est ça. Le mieux, c'est de l'imaginer comme un simple organigramme. L'algorithme pose une question très simple, genre est-ce que telle valeur est supérieure à X? Oui ou non? Et hop, il continue avec une autre question, puis une autre, jusqu'à ce qu'il puisse enfin mettre une étiquette, classer l'objet. C'est une façon de faire très intuitive, presque humaine. Et ce qui est génial, surtout quand on débute, c'est sa transparence. Ici, on n'a pas affaire à une boîte noire mystérieuse, pas du tout. On peut littéralement voir et suivre chaque étape du raisonnement du modèle. Et ça, c'est un avantage énorme, surtout dans des secteurs comme la finance ou la santé, où on doit pouvoir justifier pourquoi un prêt a été refusé, par exemple. Alors comment il apprend cet arbre? C'est un processus en 4 temps. D'abord, il cherche la question la plus intelligente à poser, celle qui va le mieux trier les données d'un coup. Ensuite, il sépare les données en 2 tas, les oui et les non. Et puis il recommence, encore et encore, sur chaque petit tas, jusqu'à ce que les groupes soient le plus purs possible, c'est-à-dire qu'ils ne contiennent quasi que des éléments de la même catégorie. À la fin, les dernières branches, les feuilles, donnent la prédiction finale. Et pour ceux qui mettent les mains dans le code, la bonne nouvelle, c'est que c'est hyper simple à mettre en place. Avec une bibliothèque comme scikit-learn en Python, sérieusement, ça prend quelques lignes de code pour entraîner un modèle. Ça rend cet outil super puissant, mais aussi super accessible. Et voilà à quoi ça ressemble à la fin. C'est un de ses plus grands atouts. On peut le visualiser. Chaque boîte est une question, chaque chemin est une réponse, et chaque bout de branche est une prédiction. On peut montrer ce schéma à n'importe qui, même quelqu'un qui n'y connaît rien, et cette personne va comprendre la logique. Bon, la théorie c'est bien beau, mais voyons un peu à quoi ça sert dans la vraie vie. Parce que c'est là qu'on voit vraiment l'intérêt de la chose. J'aime beaucoup cette phrase, elle résume parfaitement l'esprit de l'algorithme. Ce n'est pas juste des maths. L'idée, c'est vraiment de chercher à y voir plus clair. Chaque question posée par l'arbre est une étape pour réduire le désordre et arriver à une conclusion logique et claire. Et concrètement, on le retrouve partout. Les banques s'en servent pour le scoring de crédit. En médecine, ça peut aider à poser un diagnostic en suivant une série de questions logiques. Et bien sûr, dans le e-commerce, pour détecter les fraudes ou pour classer les clients en différents groupes. Franchement, sa polyvalence est assez bluffante. Bien sûr, comme tout outil, il n'est pas parfait. Il a ses forces, mais il a aussi ses faiblesses. Et pour bien s'en servir, il faut absolument connaître les deux. C'est ça qui fait la différence. Alors voilà le topo. D'un côté, il est simple, rapide, transparent, bref, que du bon. Mais de l'autre, son plus gros défaut, c'est ce qu'on appelle le surajustement ou overfitting. Pour faire simple, c'est comme un étudiant qui apprend par cœur ses cours, sans rien comprendre. Il sera parfait à l'examen si les questions sont exactement les mêmes, mais il sera perdu si on change une virgule. L'arbre, c'est pareil. Il peut coller un peu trop aux données d'entraînement et du coup être mauvais pour prédire sur de nouvelles données. Heureusement, ce problème, on sait le gérer. Alors justement, comment on fait pour tirer le meilleur de cet outil et éviter ces pièges? On va voir quelques astuces de pro qui permettent d'améliorer nettement les résultats. Pour combattre le surajustement dont on parlait, il y a plusieurs techniques. La plus simple, c'est de limiter la profondeur de l'arbre. En gros, lui interdire de poser trop de questions pour qu'il ne devienne pas trop complexe. On peut aussi faire de l'élagage. Une fois que l'arbre a poussé, on vient couper les branches les moins utiles. C'est un peu comme tailler un rosier. Et si on veut vraiment passer au niveau supérieur, on peut combiner plein d'arbres ensemble, c'est ce qu'on appelle les forêts aléatoires. Et tout ça, ça nous amène à une réflexion pour conclure. L'arbre de décision, c'est une super leçon sur l'équilibre entre la simplicité et la performance en machine learning. Et nous rappelle qu'un outil n'a pas besoin d'être une usine à gaz pour être efficace. Mais il nous force aussi à nous poser la question, à quel moment doit-on abandonner un peu de simplicité pour gagner en précision? C'est une question essentielle. Voilà pour ce tour d'horizon, merci de l'avoir suivi.